vous apprêtez à écouter Connaissez-vous, le balado où l'on discute de handicap visuel. Et voici Martin Chouinard. Ça me fait plaisir de vous revenir pour ce petit clin d'œil au projet Connaissez-vous. J'espère que tout le monde va bien. Je voulais prendre un petit peu de temps comme ça, juste avant le temps des fêtes, pour vous offrir les moments forts de Martin et ainsi couvrir l'année 2021 et l'année 2022. Alors, je vous offre un petit voyage dans le temps, pas si lointain, mais quand même, on va reculer à l'épisode 144. Et vous allez voir, pour les fidèles, que ça nous rappelle des beaux moments. Parce que moi, quand j'ai voulu faire cette émission-là, je me suis dit, telle personne, tel moment. Et là, en allant sélectionner l'émission en tant que telle de la personne, de l'entrevue duquel je voulais tirer un extrait, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, il y a eu ça aussi qui s'est dit, qui était intéressant, puis qui pourrait être ramené à notre mémoire. Donc, des fois, le plan a changé en cours de route et je trouve ça extraordinaire. Donc, pour les fidèles, comme je le disais, qui auraient envie d'aller réécouter l'entrevue, c'est un très bon moment pour le faire. Puis pour ceux qui n'auraient pas été écouter l'entrevue puis qui disent « Ah oui, mais là, hors contexte, on ne sait plus, puis tout ça », ça vous donnera également l'occasion d'aller écouter l'entrevue dans son entièreté parce que vous le savez, et je le répète parce que, ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas parlé, toutes les entrevues sont encore disponibles sur mon site internet au www.martinchouinard.com. Et j'en profite pour faire une petite annonce aujourd'hui parce que sur YouTube, on me parle souvent de YouTube et les entrevues sont disponibles jusqu'à l'émission 126. Eh bien, on a décidé, je ne peux pas vous donner la date, mais on a décidé de rajouter les émissions à partir de 127 jusqu'à la fin, également sur YouTube. Alors, vous verrez, vous allez peut-être être avisé si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube. Sinon, profitez-en pour le faire. Et sinon, allez jeter un œil de temps en temps. Et un jour, vous allez voir apparaître des entrevues. Alors, je disais tantôt qu'on allait reculer à l'épisode 144. On va faire ça immédiatement. L'émission 144 a été mise en ligne le 8 janvier 2021. Donc, après notre Noël chacun chez nous. En tout cas, je souhaite qu'on vive pas ça cette année. Mais par contre, mon invité, c'était André Dubois. Et je pense que c'est une des entrevues dont on m'a le plus parlé, celle d'André Dubois. Je pense que c'est un monsieur extrêmement connu, extrêmement sympathique aussi, qui a joué le jeu de l'entrevue. Et André, ce qu'on retient de lui, c'est que c'est une boîte à souvenirs. Il dit qu'il a des souvenirs très précis de bien des événements qui sont assez lointains. Je le laisse nous en parler. L'autre fois, c'était le 22 novembre dernier, puis j'ai dit ça, c'est la journée de l'assassinat du président Kennedy. Puis je me rappelle, cette journée-là, lui, nous autres, on l'a su comme en début d'après-midi, ça s'était passé à Dallas. Dans ce temps-là, tu sais, t'avais la tribune, le bureau de la maîtresse, derrière elle, il y avait le tableau, à droite, en haut du tableau, il y avait c'est comme un cabinet de bois brun avec un haut-parleur, là, tu sais, on voyait bien la grille de haut-parleur. C'était un peu incliné vers nous autres. Puis là, à un moment donné, ça s'est mis à grésiller, tu sais, à ce moment-là, c'était pas un transistor, c'était à lampe. Là, t'as entendu comme un petit grésillement, puis là, on entend la voix du directeur, M. Roberge, qui annonce « Le président Kennedy vient d'être assassiné aux États-Unis. Rangez vos choses et rentrez chez vous. » C'était grave, là, tu sais, on sortait, il y avait eu une époque, c'était la menace nucléaire de l'époque, puis on la sentait très bien. Même si j'étais très jeune à cette époque-là, on savait que c'était quelque chose d'important qui venait de se passer.
Puis je me rappelle encore, là, je sortais de l'école, puis moi, je regarde derrière moi, puis là, il y avait des jeunes, ça partait dans toutes les directions. Quand je suis arrivé chez moi, on demeurait pas loin de l'école. Quand je suis arrivé chez moi, il y avait la télé noir et blanc là, qui était ouverte, puis montrait des images. Puis là, les animateurs, ou peu importe, avaient toute la voix grave. C'était grave. Donc, il y a des événements comme ça, tu sais, la mort de Jean 23, en tout cas, des trucs comme ça, dont je me souviens. Puis oui, c'était associé avec l'école et tout. Voilà. Et tu en gardes des souvenirs très précis. Oui, 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 vraiment, très précis. Écoute, ouais, ça fait partie de ma boîte à souvenirs. J'ai, en tout cas, tu sais, des fois, Martin, on est avec quelqu'un, on a vécu un même événement. Là, il va raconter l'événement, puis oups, c'était un petit peu plus gros que ce qui s'est passé. À un moment donné, on est encore avec cette même personne-là, encore un peu plus tard. Il raconte encore le même événement, ça a encore grossi. Tu sais, Ouais, ouais. moi, généralement, ce que je raconte, là, je vais raconter la même chose dans un an, puis peut-être que ma mémoire va tenir. Ben, c'est bien quand même. C'est une, c'est un point fort pour quelqu'un qui raconte, mais avec la vraie, ben, en tout cas, une intensité qui se tient là, d'une fois à l'autre. Là, avec. Oui. Et là, André, tu as poursuivi tes études à l'école, tout ça. Tu as continué d'être assez bon, d'aimer ça. Et vers quoi tu pensais te diriger quand est venu le temps de penser à quoi faire après l'école? Ah, ça, en école, ce que j'aimais beaucoup, puis ce que je regardais, ce que je pensais, à un moment donné faire, j'aurais aimé ça, moi, en aller soit dans un peu ce qui est mécanique. Comme, tu sais, comme par exemple, tu sais, mon père était machiniste, on voyait bien le travail, tu sais, les machines, je trouvais ça beau, tu sais, de pouvoir travailler ça. J'aurais aimé ça, peut-être, travailler là-dedans, peut-être, c'est sûr que moi, j'avais des capacités, en tout cas, je vais pas, bon, mais j'avais les capacités, moi, pour devenir un ingénieur, c'est sûr et certain. Ça, j'aurais aimé beaucoup faire ça, faire du développement. Tu sais, quand j'étais jeune, je bricolais pas mal, l'électricité, tout ça. D'ailleurs, mes voisins, en tout cas, qui m'ont connu, m'en parlent encore, là, des trucs que je faisais. C'était assez... OK, c'était toutes des C'était choses qui assez... t'intéressaient puis Oui. que tu avais compris le fonctionnement. Ouais, Puis... ouais, j'étais pas mal bricoleur, Martin, oui. Je faisais pas mal des belles petites choses. J'étais pas aussi adroit que mon père. Lui, mon père là, était vraiment très adroit, mais ça, c'est quelque chose, c'est des techniques qui s'apprennent. Ben oui. Mais tu prends une perceuse, là, tu perces un trou, puis là, tu t'aperçois que t'étais en angle, t'étais pas en angle droit. Là, ça fait que ton trou est un peu croche. Mais bon, c'est toutes des choses qui s'apprennent. Là. C'est ça, mais tu regardais ton père faire ou les autres, puis bon, il y en a qui l'ont pas du tout, hein, même s'ils regardent, là, ça fait que toi, tu mais l'avais. c'est ça. C'est une particularité, Martin, chez nous, on était avec 4 mâles, puis une dame. Fait que là, moi, chez nous, ma mère, là, elle se disait anti-mécanique. Ça, c'est drôle. Puis, quand elle avait quelque chose à se faire expliquer, là, tu sais, un fonctionnement de quelque chose, là, c'était toujours à moi qu'elle demandait ça. OK. Puis j'ai appris avec elle puis même encore, c'est dans mon quotidien, j'ai appris à défaire les petits nœuds. Tu sais, souvent, quand on apprend quelque chose, on est bloqué, des fois, puis c'est juste un petit truc. Puis quand on défait le petit nœud, ben là, tiens, oups, c'est parti, puis là, ça file. Puis là, ben c'est ça, avec ma mère, ben c'est ça que j'ai appris, j'ai développé ça. Fait que j'étais capable d'apprendre, j'étais capable de montrer. Tu sais. Fait que sans, comment dirais-je, montrer avec douceur, si on peut dire. Hein. Je voulais aussi ajouter que André, ben c'est le premier président comme tel que j'ai fréquenté en tant que membre d'un conseil d'administration et que j'ai beaucoup appris
avec André parce que justement c'était quelqu'un de très, ben c'est toujours d'ailleurs quelqu'un de très humain et j'ai vu l'importance de, de la rigueur des conseils d'administration, mais qu'il ne faut pas non plus oublier le côté humain. Donc j'ai beaucoup appris avec André sur l'aspect justement de gestion d'un organisme. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment avec André à l'émission 144. On passe à l'émission 147, pas beaucoup plus loin, et notre invité, cette date-là, c'était le 22 janvier, c'était Dominique Martin. Et Dominique, lui, ce qu'on retient de lui beaucoup, c'est qu'il doit se tenir toujours très occupé. Il a aussi une grande facilité à entrer en contact avec les gens. C'est pour ça, d'ailleurs, vous allez le voir, je pense, en tout cas, l'entendre, parce que quand on a enregistré cette entrevue-là, ça faisait vraiment pas longtemps qu'on se connaissait. Moi, c'est des gens qui m'avaient parlé de lui, j'étais entré en contact et non seulement il a accepté de nous parler, mais il nous a aussi beaucoup alimenté. Donc, voilà l'extrait des moments forts de Martin avec Dominique Martin. Moi, où que je me motivé, là, c'est avec les petits commentaires qu'on peut avoir. Ah, tu dois plus être capable de faire ça. Ah, tu dois plus être capable. Ça doit te manquer de conduire un auto, hein. Ah, tu pourras pas être policier, hein. Et là, c'est la fierté. Il me picossait. Moi, ça m'a donné, excusez-moi le terme, là, c'est des coups de pied, là. Puis là, je voulais prouver à tout le monde que j'étais capable de. OK, un petit peu comme les gens qui... Ben, OK, comme conduire une voiture, on s'entend. Puis, Oui, puis non, être ça. policier, on s'entend. Ça, je suis d'accord. Mais sinon, là, de tout le temps, comme vouloir un peu décider à notre place de ce qu'on est capable ou pas de faire, là. Oui, exactement. Tu sais, je le savais qu'il y a des choses que... Ben, surtout au départ, tu crois que tu sais, je veux dire, je connaissais pas l'handicap, je connaissais pas les choses qu'on pouvait avoir adaptées, tu sais, j'avais pas de cours de canne blanche, tu sais, on s'entend, là, j'étais... C'est sûr, t'étais pas connaissant de ce milieu-là. C'est ça, exact. Fait que, tu sais, ça m'a aidé à me pousser à découvrir. Puis c'est là que j'ai été tout de suite, que comme je suis sorti de l'hôpital au mois d'août, au mois d'octobre, j'étais en classe pour suivre mon cours de braille. OK, ça fait que ça te... Oui. Même dans le temps, là, ça a été rapide, là, puis tu t'y... Ben, fallait m'occuper. OK. M'occuper l'esprit. Je voulais que je me retrouve quelque chose à m'occuper. Tu sais, comme là, j'ai appris mon cours de canne blanche, le braille, la cuisine, tous des petits côtés comme ça, là. Tu sais, aussi revoir du monde, sortir de la maison. Mais c'est sûr et certain qu'au départ, il fallait ça, parce que j'ai oublié de vous mentionner, quand je suis sorti de l'hôpital, ma mère a pas voulu me reprendre, elle avait trop peur que je recommence. Surtout que j'avais fait des menaces encore à l'hôpital, là. J'ai été en famille d'accueil, moi. OK. Puis en 92, famille d'accueil, tentative de suicide égale délinquant. Ouais. OK. Fait que je me suis trouvé dans une maison assez... comment je pourrais dire ça? J'étais le petit ange dans la gang. Là. Ouais, c'est ça. C'était pas des gens avec la même problématique là, que toi. Là. C'était pas... Du Toi, tout. c'était pas de la délinquance. Là. C'était... Non. C'était de la détresse psychologique. Là. Exact, c'est ça. Un mal de vivre non avoué, puis... Qui a mené à cette... C'est ça, ouais. Ben, ce geste-là, ben, c'est supposément la solution que j'avais trouvée qui n'était pas une. C'est ça, exact. Hein? Fait que c'est ça, puis c'est ça. Quand je retourne dans la famille d'accueil, ben, eux autres aussi, dans le fond, j'ai tombé d'une certaine façon comme si ce serait à la bonne place parce que eux, ils m'ont poussé à me dépasser. Et parce que là, j'étais avec cinq autres gars qui connaissaient pas l'handicap non plus, puis ils s'empêchaient pas de m'écœurer, hein, si on s'entend. Fait que ça a appris à me faire respecter, à me découvrir, puis
vraiment me voir plus comme je suis. Voir mes côtés positifs, mes qualités, puis les développer. Parce que m'ouvrir les yeux sans faire sans faire le jeu de mots, là. Ah ben, nous Mais autres, c'est vrai que... on se les permet, ces jeux de mots, Oui, là. bon, c'est parfait. Ben, c'est là que j'ai commencé à voir qui j'étais vraiment. Mais moi, j'aurais juste envie de dire, puis je le dis, Ah là, ouais. mais enfin, tu sais, parce que quelqu'un, Ouais, tout le monde a des qualités, tout le monde a une raison, selon moi, d'être sur la Terre. Tu sais. De se dire ouais, d'être de trop sur la Terre, c'est quelque chose que, c'est un concept avec lequel j'ai un peu de difficulté, tu sais, ça fait que je me dis, ouais. si t'es là aujourd'hui, alors que Pour t'as rien. 45 ans, comme moi, Oh, ouais, hein, 45 ans. il faut que, il faut que, il faut qu'il y ait une raison, tu sais, il faut qu'on soit là pour quelque chose. Oui, exact. On se promène, on passe maintenant au mois de février, la fin du mois de février, l'émission 151. Notre invité, Jean-Michel Bernier. Donc, 26 février, si ça vous aide à faire la recherche pour retrouver l'entrevue. Et encore une fois, hein, une histoire assez touchante, assez pleine de véracité. Et bon, malgré le fait que Jean-Michel et moi, on se connaissait pas beaucoup, il a accepté de se confier. Et ce qu'on en retient, je pense, de Jean-Michel, c'est une force de caractère, c'est sûr. Puis on a discuté de sujets quand même assez intéressants. On a parlé du système de santé de l'époque versus le système de santé d'aujourd'hui, à savoir si on était traité maintenant versus à cette époque-là. Ce serait quoi la différence? Puis on a parlé aussi du côté rose, souvent du handicap visuel qu'on voit dans certains films. Et là, moi, je lui faisais remarquer que c'était souvent très rose ou très noir, mais rarement entre les deux. Alors voilà, on écoute le moment fort avec Jean-Michel Bernier. Quand j'étais au secondaire, c'est à ce moment-là que j'ai perdu la vision. Parce que là, les gens à la maison, vous aurez compris que notre invité n'avait pas de problème de vision à la naissance. Effectivement, j'avais oublié de le mentionner. Non, mais j'ai fait un petit peu exprès pour pour pas le mentionner. Non, effectivement, ça m'a changé beaucoup de contexte de vie à ce moment-là, c'est sûr. Moi, j'ai perdu la vue, j'avais 16 ans. C'est suite à un accident que j'ai subi à Lévis. C'est quand même un gros accident. À l'époque où justement je disais que à l'adolescence j'étais un peu plus dans des modes de faire le party puis des affaires comme ça. Lors d'un de ces parties-là, justement, où on se lançait des défis ou quoi que ce soit, on faisait des feux sur le bord du fleuve, puis il y avait une voie de chemin de fer qui passait là. Puis on se lançait des défis, puis on était allé jouer devant le train. Puis moi, je me suis tassé avant que le train passe, mais j'étais pas suffisamment loin, ou j'étais comme pris dans le souffle du train. C'est un peu ce qu'on m'a raconté qui avait été aspiré, parce que moi, je me rappelle pas vraiment de l'accident à cause du choc, parce que le train m'a percuté, donc. Puis c'est ça qui a entraîné différentes blessures, dont une au niveau des nerfs optiques. C'est ça qui a entraîné la perte visuelle, finalement. C'est encore une fois un accident très bête qui est arrivé à l'adolescence pendant que, comme tu dis, on fait des défis, on veut se montrer brave. Hein, brave, ouais, c'est ça. Puis que ça a des conséquences vraiment fâcheuses. Vraiment fâcheuses, oui, parce que c'est sûr que suite à ça, je suis déjà bien chanceux de pouvoir en parler aujourd'hui parce que j'ai failli y rester. Puis suite à cet accident-là, j'ai été très très longtemps à l'hôpital à faire de la physiothérapie puis toutes sortes de traitements pour me remettre. J'ai fait un peu de coma suite au choc. Fait que il y a eu après ça toute une réadaptation aussi, je dirais, mettons cérébrale un peu, de se remettre de cet esprit du choc. Puis d'être capable de repenser correctement, puis de remarcher. En tout cas, ça a été j'ai été
presque 1 an hospitalisé là, en centre de réadaptation à l'IRDPQ puis à l'hôpital. Là. Et quand même, hein, c'est long. C'est assez long, oui, ça a été assez long. J'ai eu des bons traitements, par contre, ça, je peux dire que, tu sais, ça c'est, je peux pas dire comment ça serait aujourd'hui, mais ça s'est produit en 1995, cet accident-là, avant un certain nombre de virages ambulatoires que tout le monde a subi, qui a affaibli, je pense, un peu notre système de santé. Moi, c'est bête, c'est plate à dire, mais je pense que je suis passé dans le bon temps. Ouais, si je peux me permettre. Là. Ben, non, mais faut dire, tu sais, les systèmes de santé, on en a recours quand on est malade, hein. Ça fait que effectivement. Forcément, sinon, on y va pas. Comme on dit. Non, tout à fait. Puis il faut tout le temps voir le côté positif de la chose là. C'est sûr que c'est vrai qu'après, en tout cas dans les années où on est en ce moment, ce serait peut-être moins intéressant d'être hospitalisé à long terme et tout. Ouais, me semble-t-il, puis tout le processus de réadaptation, tu sais, qui s'en est suivi, où tu sais, je disais bon, j'ai fait de la physiothérapie, toutes ces affaires-là, mais aussi simultanément, quelques mois après, ben j'ai commencé l'apprentissage du braille, puis toutes les technologies adaptées, qui en avait un petit peu moins à l'époque, mais il y avait quand même des plages, des afficheurs braille, puis des ordinateurs. Je savais pas du tout quel âge tu avais, puis on est très proches quand même. Hein? Moi, je suis en fin 1975, donc on est à peu près dans la même... dans la même tranche. Dans la même tranche, là, quand tu dis 1995, je m'en souviens un peu comment c'était dans ce temps-là. Puis effectivement, la technologie, c'était quand même... c'était pas mal intéressant déjà. Ça débutait, ouais. Juste avant qu'on en arrive à cet aspect-là, est-ce que l'aspect psychologique était bien? Est-ce que ça a été un immense choc de dire, bon là, j'ai plus de vision, C'est drôle comment ça s'est fait, parce que je dirais, tu sais, je parlais tantôt comment est-ce que mon déménagement à Lévis a pas été si pire. Je dirais que le fait de perdre la vision, sur le coup, c'est sûr que j'avais eu un gros choc sur la tête. J'étais un peu mêlé au début, puis je n'avais pas vraiment conscience. Puis quand j'ai comme un peu plus réalisé, tu sais, j'étais quand même bien entouré. Mes parents étaient présents, ils m'ont beaucoup supporté, ma sœur, ma famille, tout ça. Fait que, puis même les amis que j'avais, tu sais, je me sentais pas seul. Puis aussi, je pense que à ce moment-là, ça faisait pas longtemps que j'avais perdu la vision, puis je vivais dans le cliché du cinéma, que j'avais vu des films avec des non-voyants, puis il y avait toujours du travail, puis tu sais, ils se débrouillaient tout le temps. Tu sais, j'avais comme une perception erronée, je pense, un peu, de ce que c'était. Ben, pas totalement erronée, mais je pensais que c'était plus rose que... Ben, pas rose, mais plus facile que ça l'était, tu sais. Mais la perception que les gens ont des non-voyants est souvent soit très rose ou très noire. Ou très grise, ouais, c'est ça. Donc, puis moi, j'étais là-dedans, à ce moment-là. Puis moi, je me disais, je suis bien entouré, fait que je vais aller plus du côté rose que du côté noir. Puis ce qui est pas mauvais non plus pour se stimuler à continuer. Puis... À continuer, ouais. Ben, effectivement, je pense qu'à ce moment-là, ça m'a beaucoup aidé à aller de l'avant. Puis justement, à traverser cette épreuve-là, qui était quand même une grosse épreuve. À cet âge-là, là, à 16 ans, quand même. Aussi, c'est ça. Puis parce que je dirais que la prise de conscience du handicap visuel dans ma vie, ça s'est fait vraiment très, très progressivement. Au fil des années, je pense, où j'ai été confronté peut-être à différents obstacles que j'ai pu surmonter peut-être, mais qui m'ont quand même affiché en pleine face que là, je suis un non-voyant, puis je suis comme dans un autre clic, là, tu sais. Ouais, c'est comme un autre statut, là. C'est comme un autre... C'est ça, exact. Hein. Ouais. On s'en va encore un autre mois plus tard, émission 155, 26 mars. Notre invitée cette semaine-là, c'était Madame Denise Baudry, une autre dame que je connaissais peu et qui a été fort sympathique et fort généreuse aussi parce qu'elle nous a parlé, entre autres, de son mari, un petit peu de ses enfants, puis tout ça. Et on s'est aussi posé une question que
plusieurs d'entre nous se posons, surtout quand il s'agit de faire des recherches d'emploi, à savoir est-ce qu'on doit dire ou non qu'on est handicapé visuel sur notre CV, sur notre lettre de présentation ou encore par une entrevue téléphonique. Alors, on s'est beaucoup questionné et voici aussi qu'est-ce qu'elle avait à nous dire, elle, comment elle a fait pour se trouver un emploi. Puis vous allez voir dans le petit extrait, on passe quand même d'un sujet à l'autre de façon assez intéressante. Donc voici le moment fort avec Denise Baudry. Oui, mais tu sais, naïve là, tellement naïve là. Mettons comme quand j'étais rendue à Ottawa, là j'ai fait mes stages, puis là je me disais bon, faut que je me trouve une job. Ben là, j'ai pris le bottin téléphonique, puis j'ai téléphoné en disant que je ne voyais pas. Ça, c'est naïf, là. Fait que là, les gens, quand ils entendaient ça, ils disaient non, on n'a pas d'emploi pour vous. Fait que j'ai fait la 99e téléphone, m'a dit « Ah oui, on a un intérêt. » Et c'était un organisme pour les gens qui avaient des problèmes de l'ouïe. Fait que il a dit, ah, ben, on va te recevoir. Puis effectivement, j'ai travaillé pour eux parce qu'il y avait des problèmes de l'ouïe, mais il y en avait qui entendaient en partie là. Fait que je travaillais avec ceux qui m'entendaient, tu sais, en partie. Puis c'est ça. Mais pourquoi que vous aviez décidé de le dire là? Est-ce que c'est à cause du stage à l'hôpital qui avait dit si on avait su, on vous aurait pas pris? Vous avez décidé de mettre toutes les cartes sur la table puis d'aller juste avec ceux qui étaient intéressés? Ouais, je pense que j'avais pas appris de ma leçon avec le stage parce que je me disais ben, tu sais, si je le dis, les gens m'ont bien trouvé quelqu'un qui est ouvert, tu sais, je vais trouver quelqu'un qui comprend ça, un employeur peut comprendre ça, tu sais. J'ai de la misère à répondre à votre question. Non, mais je pense que c'est encore une question qu'on se pose aujourd'hui. Hein? Est-ce qu'il faut le dire? Est-ce qu'il faut l'écrire dans notre CV? C'est pas réglé, cette question-là. Hein? Oui. Mais après, là, quand j'ai fait des entrevues dans ma vie, après, je ne le disais pas tant que j'étais pas devant les gens. OK. Oui. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu au stage de l'hôpital? Est-ce que ça s'est bien passé? C'était quoi vos tâches? Qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là? Oui, ça a très bien été. Je travaillais avec toujours en travail social, là, puis là, j'allais rencontrer les patients sur les étages, soit au niveau de cardiologie, au niveau du cancer, différents départements. Ça a très, très bien été. OK, donc dans tous les domaines de maladies, là. Oui. OK. Et mon autre stage, je l'ai fait dans une maison pour femmes en difficulté à Sherbrooke et ça aussi, ça a très bien été. Et là, vous avez parlé d'un conjoint que vous avez rencontré pendant vos études. Comment ça s'est fait, cette rencontre-là, si c'est pas trop indiscret? Ben, on s'est connus avec une gang d'amis. On était peut-être une quinzaine, là, puis on sortait à 3-4 fois par semaine à aller danser, fêter. On a eu vraiment du fun. On était tous les deux dans cette gang-là. Puis, à un moment donné, c'est ça, j'ai dit, ben, tu sais, on était à 2 cégeps différents, un cégep public, lui, et moi, un cégep privé. Puis j'ai dit, ben, tu sais, tu pourrais venir suivre ton cours de psychologie qui te reste à faire. Moi aussi, il me reste ça, tu pourrais venir dans ma classe. Là, il est venu dans ma classe. Fait que là, comme ça, on s'est rapprochés tranquillement. Puis lui, il a pendant un été, il s'est en allé à Vancouver, puis là, on s'écrivait, puis là, c'est ça. En venant, là, on a décidé que ça valait vraiment la peine. Mais vous dites plein de choses très intéressantes, parce que
il y a l'aspect, vous disiez, on sortait, on faisait la fête, on dansait, tout ça. J'en comprends que vous étiez pas gêné de sortir, puis les gens vous incluaient dans la gang, puis j'imagine qu'ils vous aidaient aussi un peu, là, parce que quand on se ramasse dans la danse, la musique, c'est pas toujours facile quand on voit pas, là. Oui. Oh oui. Avec aucun problème. Il me ramassait. Oh oui. Ça passe très vite, on est déjà rendu au 5e moment, des moments forts. On s'en va au mois d'avril, le 16 avril, à l'émission 158. Notre invité, c'était Étienne Gravel. Un autre monsieur, ça fait drôle de dire monsieur, parce Étienne et moi, on est du même âge, hein, mais veut pas, hein, le temps file, puis on vieillit tous, hein, comme on dit. Puis on a parlé beaucoup, en tout cas dans l'extrait que j'ai choisi, de sa jeunesse, au moment justement où on commence à se questionner sur ce qu'on veut faire dans la vie, des personnes importantes qui l'ont un peu guidé à cette époque-là. Et surtout, ce qu'il m'a dit, moi, puis que je suis tout à fait d'accord avec lui, puis que je voulais aussi vous partager, c'est de faire non seulement ce qu'on aime là dans la vie concernant le travail, mais pas juste ça. Moi, je me souviens qu'à l'époque, moi, j'aimais beaucoup écouter la musique québécoise, puis mais la musique québécoise au secondaire, c'était pas très populaire, mais moi, je me suis jamais laissé arrêter et j'ai continué à écouter de la musique québécoise. N'en plaise à certains. Puis Étienne, c'est ça qui me disait. Il disait, écoutez la musique que ça vous tente, puis on s'en fout que les autres n'aiment pas ça ou se moquent un peu. Alors, moi, c'est un conseil c'est quelque chose que j'applique puis que je vous donne également en conseil. Donc, voici le moment fort avec Étienne Gravel. Non, c'est ça, je voulais pas apprendre le braille, mais c'est ça qu'ils m'ont dit, là. Ils m'ont dit, regarde, Étienne n'est pas capable de s'intégrer. C'est qu'on le retourne à Charlebourg, faut qu'il aille apprendre le braille. C'est que là, autre coup fracassant dans ma vie, je veux pas apprendre le braille. Mais là, faut que je m'en aille, faut que je retourne à Québec pour apprendre le braille. C'est que là. Alors, au moins, j'ai des amis là-bas. Là, au moins aussi, ma famille d'accueil, c'est une de mes tantes qui a dit on va le prendre chez nous. C'est que là, j'étais pas chez des étrangers. J'avais pas à dealer avec d'autres jeunes qui étaient en famille d'accueil, les enfants de la famille d'accueil. Je n'ai pas à dealer avec ça. C'est ma tante, puis mon cousin que j'adore, qui a 5-6 ans de plus vieux que moi, qui est super cool, qui est au cégep, puis tout ça, qui adore la musique. C'est d'ailleurs lui qui a commencé il y avait une guitare à la maison, c'est d'ailleurs là que j'ai commencé à... OK, la musique, c'est vraiment arrivé à ce moment-là? J'avais fait des cours en secondaire 1, des cours de guitare classique la première fois que j'avais été à Charlebourg. Mais ça avait été plus ou moins j'avais pas. Il nous apprenait à la musique comme on apprend la musique au voyant ou comme on apprend le piano. C'est comme il nous montrait à lire en même temps que jouer. Ça fait que, c'est pas là que tu as eu la piqûre, là. C'est pas là que tu as eu l'intérêt. Mais c'est ça. C'est ça, j'avais pas accroché, mais j'aimais ça, j'adorais la musique. C'est que secondaire 2, je me souviens plus si j'avais-tu gardé une guitare? Non, j'ai pris une pause là, en secondaire 2. Secondaire 3, là, j'allais chez mon cousin, lui en jouait. Puis, il n'y avait plus de cours à Charlebourg de musique, sauf qu'il y avait encore des guitares. Fait que là, je lui avais demandé une guitare. Là, j'ai pu l'amener chez moi, puis là, je pouvais jouer avec mon cousin. Ça, c'était formidable. Mon cousin, lui, c'est lui qui m'a appris aussi que la musique que tu écoutes, ça n'a pas d'importance avec la musique que tes amis écoutent. C'est ce que t'aimes, puis c'est ce qui te plaît à toi. Il m'a appris plein de grandes théories comme ça. Ouais, que tu avais droit à tes propres goûts, puis... À mes propres goûts, exact. Parce que, toi, t'écoutes les Beatles, hein? Mais c'est ça que tes amis écoutent. Ils disent, pour prendre un mot correct, ils disent, on s'en fout. On s'en fout de ce que mes amis écoutent. Moi c'est ça que j'écoute. J'aime ça. C'est que là,
plein de grandes théories comme ça. Oui, mais Mon c'est cousin quand même était- super bon, là, parce que c'est Ah, vrai puis que... c'est juste la pointe de l'iceberg que ce cousin-là m'a appris. Là. Il est formidable, ce cousin-là. Puis il voulait juste pas que je sois con. Sois pas un con. Il arrêtait pas de me dire ça. C'est bon, pareil, c'est vraiment bon. Ouais, lui, il m'a fait découvrir le chanteur Renaud. Puis là, j'écoutais du Renaud, puis j'ai waouh, c'est une grande révélation dans ma vie. C'est là que j'ai commencé à écrire des textes, à écrire de la poésie, puis à écrire des chansons, puis ouais. Donc ça a quand même été un autre baume sur, tu sais, en plus que là, je continue à faire du ski. Là, il y avait la musique qui est rentrée par ce cousin-là. Puis ben là, il y avait le braille au travers. Là. Ouais, comment ça s'est passé, Le, ça? le braille intégral, j'ai eu une facilité incroyable à apprendre ça. Ça a été rapide, puis je progressais à la vitesse de la lumière. J'ai appris mon alphabet, puis j'ai pris de la vitesse là, à lire, là, ça a été terrible. Mais quand est arrivé le braille abrégé, là, ça a été plus... Ouais, c'est une autre chanson, hein, pour rester dans le domaine de la musique. Oui. Ouais. C'est que ça a Ouais. été moins... ça a été moins Ben winner. là, ça a commencé à être du par cœur, tu sais. Ouais. Puis moi, j'ai jamais été fort sur le par cœur. OK. Écoute, je travaille sur des sites historiques, j'adore l'histoire. Mais au secondaire, je détestais l'histoire parce qu'il nous faisait apprendre des dates. Tu sais, des dates. Pourquoi pas début du siècle, milieu du siècle, fin du siècle, tu sais, je veux dire, pourquoi il faut que j'apprenne la date par cœur? Qu'est-ce que ça va m'apporter à part épater la galerie avec les dates? Tu sais, j'ai jamais été pour le par cœur. OK. Alors, maintenant, tu sais, je suis prof de guitare, puis je veux tout le temps que mes élèves comprennent qu'est-ce qu'ils font. Tu sais, pas apprends ça par cœur, puis pose-moi pas de questions. Ouais, tu sais, si vous savez ça par cœur, vous allez réussir l'examen. C'est pas ça, là. C'est de comprendre. Pourquoi que c'est le même? C'est Puis ça. moi, j'ai tout le temps pensé comme ça. Puis c'est pour ça que j'étais rebelle à l'école parce qu'il y avait trop de par cœur. J'aimais pas ça, apprendre le bourrage de crâne. Combien de monde ils ont étudié pour un examen, ils ont pété un score, puis une semaine après, ils se souvenaient même plus c'était quoi la matière. Je suis contre cette... Et les abréviations, tu voyais ça un peu comme ça? Parce Oui, que exact. C'est pour ça qu'on était là. c'est sûr qu'il faut les apprendre, mais après ça, quand tu lis, ça peut quand même être aidant, là. Ben, sûrement, c'est de la vitesse. Ben oui, mais c'était mon bornage, tu sais, je veux dire, mais j'étais bloqué sur le par cœur. On s'en va sur la fin de la saison 2020-2021. On est maintenant rendu au mois de mai, le 21 mai, et c'est l'émission 163 avec notre invité qui était François Côté. Je pense qu'après André Dubois, c'est l'entrevue avec François Côté dont j'ai le plus entendu parler. Hein, on le connaît, c'est un psychologue non-voyant, assez actif dans le milieu des non-voyants, et avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à partager parce que je sentais bien que ce qu'il nous disait, hein, on était interpellés par ça, puis on avait pour la plupart vécu des expériences à ce sujet-là. Et c'est une entrevue en plus que ça faisait un petit bout de temps qu'on essayait de planifier pour l'enregistrement, puis on avait des petits conflits d'horaire. Puis un vendredi soir, je suis arrivé chez moi, il était 5 heures de l'après-midi, puis François m'a téléphoné, puis il m'a dit « T'es-tu libre à 19 heures? » J'ai dit oui. Ça fait que on enregistrait ça le jour même sans que ce soit planifié. Je pense que ça a valu la peine parce qu'on me parle beaucoup de cette entrevue-là et on a parlé de trucs pour intégrer des étudiants dans les écoles régulières et comme François va vous le dire dans l'entrevue, ben ça s'adresse aussi au milieu du travail. Alors voilà l'extrait des meilleurs moments avec François Côté. J'ai dû intervenir dans des plans d'intégration et ça vaut dans le milieu du travail aussi. Hein. Je donne l'exemple. Souvent, dans les polyvalentes, quand il va arriver un élève qui a un handicap visuel, ben,
moi, je me souviens, à Charlesbourg, on était 3 dans la polyvalente handicapés de la vue. Donc, juste à côté de la porte d'entrée, on nous a donné les 3 premières cases qui étaient là. Il y avait une rangée de peut-être une dizaine de cases. Et on nous a donné les 3 premières cases, donc, juste sur le bord de la porte, ce qui est facilitant. OK? Oui. Toutes les autres casiers étaient beaucoup plus loin et dans des corridors de casiers, là. C'était une polyvalente de 3000 élèves, là. C'était très gros, là. Oui, c'est que là, du casier, là, il y en a, puis un puis un autre, là. Mais moi, ce que j'ai connu là et ce que j'ai, après ça, transformé, tout comme quand on arrivait dans les classes les premières fois, avant qu'on s'introduise nous-mêmes, quand c'était décidé par les profs qui nous accueillaient, ils nous plaçaient toujours, les personnes handicapées de la vue, premier bureau, première rangée en avant à côté de la porte. Oui. Bon. C'est facile en arrivant pour trouver ton bureau, effectivement. Mais quand tu veux travailler en équipe, là, parce qu'il dit, bon, ben, placez-vous par 2 ou placez-vous par 3 pour la prochaine partie du cours, quand tu es en avant dans le coin, là, ben, tu as 3 voisins potentiels. Tu en as un, mettons que tu es sur le coin gauche, ben, tu as un voisin de droite, tu as un voisin en arrière, puis un en biais. Mais quand tu te places deuxième bureau, deuxième rangée, là, tu as 8 voisins. C'est ça, tu multiplies ta possibilité de partenaire de classe. Exactement. Donc, moi, après ça, là, quand j'avais à parler d'intégration avec des profs conseils, des profs, on les appelait itinérants à l'époque, qui allaient dans les écoles, ou avec des familles qui me demandaient de les accompagner, ben moi, je disais à la direction d'école, quand je le pouvais, écoutez, placez l'élève, pas la première case, la 2e, 3e case, mais dans une rangée, dans un corridor où il y a plusieurs cases, ça y donne 5, 6 voisins potentiels à qui parler. Dans la classe, au moins 2e rangée, 2e bureau, vous multipliez les échanges sociaux, la possibilité de trouver des affinités. Et c'est des petits trucs comme ça. En entreprise, c'est la même chose. Si on veut s'intégrer dans un milieu de travail, puis qu'avec la meilleure volonté du monde, on nous isole d'un coin parce que supposément c'est plus facile, ben oui, ça va être plus facile la première journée, la 2e journée, mais ça va être beaucoup plus difficile pour beaucoup d'autres choses par la suite parce qu'on va être physiquement à l'écart. Et c'est tellement vrai parce que moi, je l'ai vécu, ça, moi. Je veux dire, Oui. au début, on me mettait toujours au première rangée, juste à côté de la porte, hein, puis comme ça. Tu as connu ça? Ah oui, j'ai connu ça. Et c'est plus tard que c'est moi qui a dit, ben là, moi, j'irais explorer un peu plus loin, là. le côté de porte, là, je commence à l'avoir vu, là. C'est comme, tu sais, on va aller voir un peu plus du pays, là, puis tu sais, Ah, ben, tu vois, tu l'as connu, toi aussi. Puis, il y a une autre chose qui s'est précisée pour moi avec l'expérience rendue au cégep puis à l'université. C'est que, en avant, là, c'est souvent les plus tranquilles d'une classe. Oui. C'est souvent ceux qui sont plus introvertis, qui aiment moins travailler en équipe. Mais quand tu arrives vers la 3e, 4e rangée au milieu, ça, c'est ceux qui aiment être entourés, les extravertis qui s'ennuient tout seuls. Ils s'organisent pour être au centre. Et eux, quand tu as envie de travailler en équipe, ils ne demandent pas mieux. Pour des travaux d'équipe à l'université, moi, je cherchais les plus extravertis de la classe, là, qui tripaient à travailler en équipe, qui attendaient juste ça, des occasions. Mais ceux-là sont pas en avant. C'est vrai, ça. C'est quand ils sont pas en avant parce qu'ils ont envie de parler, fait qu'ils s'isolent un peu en arrière pour être capables de chuchoter de temps en temps. Oui, ben socialement, tu sais, pour le travail d'équipe, puis pour la socialisation en général, c'est là que ça se passe. C'est plus propice en arrière, c'est ça. On passe de l'émission 163 à l'émission 165, mais là, on change de saison. On arrive au 2 septembre 2021 et mon invité, c'est
Pascal Morin. Et puis Pascal, c'est incroyable parce que, bon, non seulement c'est quelqu'un qui s'est pas permis de s'apitoyer beaucoup sur son sort quand a commencé sa perte de vision, mais c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique, c'est quelqu'un avec qui j'ai cliqué très vite. Et dans l'entrevue, on le disait, là, on était encore à notre étape d'amitié virtuelle, mais un mois plus tard, au mois d'octobre, on était en groupe et on s'est rencontrés en personne. Et depuis ce temps-là, ça fait quand même quelques fois qu'on se rencontre. Alors, ça prouve un peu que tous les chemins mènent à Rome, qu'il n'y a pas de mauvaise façon de rencontrer des gens, parce que Pascal, dans l'extrait que j'ai choisi, puis encore là, c'était pas nécessairement l'extrait que j'avais sélectionné au début, mais il va vous l'expliquer comment on s'est rencontrés. Alors moi, je trouve ça encore plus incroyable quand les gens l'expliquent eux-mêmes. Alors, ce que j'en retiens de Pascal et de cette entrevue, c'est la force pour aller chercher les ressources, essayer plein de choses malgré les temps plus sombres. Parce qu'on s'entend que des fois, on ne tombe pas en dépression, on n'a pas comme nécessairement un moment de déni et tout, mais reste que c'est pas facile tous les jours. Alors, je laisse Pascal vous l'expliquer. Les moments forts avec Pascal Morin. Puis si on recule un peu plus, là, je veux dire, dans le côté sportif, j'ai toujours, dans mon adolescence, là, j'ai toujours été quelqu'un de sportif. Si j'ai joué au soccer pendant plusieurs années. J'ai fait des arts martiaux. J'ai commencé les arts martiaux, là, je devais avoir 8 ans, 9 ans dans ce coin-là. Puis j'en ai fait là jusqu'à 25 ans, 26 ans, avec quasiment 20 ans. Ah oui, puis t'as quel âge déjà, Pascal? Ah ouais, tu veux vraiment le savoir, hein? Ben là, je suis pas bon en calcul mental. Ah, je suis rendu vieux, là. Je suis rendu à 40 ans. Ah. Mais tu sais, je fais encore mes exercices à tous les jours. Tu sais, je fais encore la split puis le grand écart. Hey, quand même. Puis de toute façon, t'as de l'espace pour t'entraîner chez vous un peu, puis... Oui. Ah oui. Non, c'est important. Ça a toujours été important. Le côté physique puis l'entraînement physique, c'est toujours... ça a toujours été omniprésent dans ma vie. C'est juste que là, c'est plus restreint parce qu'il y a beaucoup de choses. Je peux donner plusieurs exemples parce que moi, mettons, j'ai joué au tennis, j'ai joué au badminton, j'ai joué au hockey. C'est tous des sports qu'aujourd'hui... Les sports d'équipe, c'est sûr que c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, là. Moi, entre-temps, c'était en 2017 que j'étais allé jouer au goalball. C'est ça, tu as essayé assez rapidement aussi là, le goalball. Oui, parce que moi, j'en avais parlé à mon ergothérapeute. J'ai dit, moi, les activités physiques, ça me manque beaucoup. Puis j'aimerais ça faire du sport, mais je sais pas lequel. Je suis tellement restreint que je fais juste de l'entraînement, puis je fais juste de l'elliptique. C'est ça, des choses individuelles. Là. C'est ça. Mm-hmm. Fait que là, c'est là, elle m'a parlé qu'il y avait un sport qui s'appelait le goalball. Fait que là, elle m'a présenté à la personne ressource là, qui s'occupait du goalball. C'était Simon Tremblay. Puis c'est ça, j'ai joué au goalball là, pendant plusieurs mois. Mais là, c'était dans ma pente. 2017-2018, ça a été rough mentalement parce que c'est là que j'en ai perdu le plus. C'est ça, ça a été le pire moment. Oui. Et physique et psychologique. Là. Oui. On peut dire ça comme ça. À un certain moment donné, j'ai abandonné le goalball parce que là, j'avais comme un nuage noir là, à broyer. C'est comme pas arrivé tout à fait dans un bon moment. Là. Non, c'est ça. Tu sais, j'adorais le goalball, mais c'est parce que là c'était comme l'acceptation en même temps. C'était tout c'était un paquet d'émotions tout en même temps. Des deuils à faire. C'est ça.
Parce avait qu'il plein de choses. y avait, t'avais eu comme le guts de faire la démarche pour y aller, mais ça veut pas dire que tout est gagné, tout est accepté. Ah, ben là. non, c'est ça. C'est ça. C'est ça, ben non. Parce qu'à ce moment-là, quand j'ai commencé à jouer au goalball, si je compare aujourd'hui, là, j'avais une très bonne vision, même si à l'époque, je trouvais que c'était rendu assez médiocre, là, mais j'aimerais ça avoir la vision que j'avais à ce moment-là, parce que je voyais quand même bien, si on peut dire. Là. Mais pour l'époque, moi, la vision que j'avais là, c'était ouf. Ça faisait mal, puis ça dégradait vite. Ben c'est ça, c'est parce que c'était en pente descendante, là, ça Oui. fait que... Oh, oui. Mhm. Ça a dégénéré très vite. Mais, veux pas, ça a fait quand même un contact avec des personnes non-voyantes, parce que t'avais pas, j'imagine, beaucoup de non-voyants dans ton entourage, là. Ben non, c'est ça. Puis moi, quand j'ai joué au goalball, j'ai connu c'est un de mes amis à cette heure, puis en plus, c'est un de mon professeur, Josué Coudé. Il m'a, à un moment donné, il m'a dit, moi, je joue au poker sur Internet. Il dit, hein, tu joues au poker sur Internet, comment tu fais? Tu vois rien. Tu sais, à ce moment-là, moi, j'avais aucune idée de ce qui était faisable. C'est ça, j'avais aucune idée de ce qui se faisait. Là. Uh-huh. Là, il me dit, je joue au poker sur Internet. Il me dit, comment tu fais? Ben, il y a un logiciel là sur ordinateur qui s'appelle Le Salon et tu peux jouer à des jeux de cartes puis des jeux de société tout en audio. Fait que là, ça a piqué ma curiosité. Fait que j'ai essayé ça. Puis à un moment donné, j'ai dit que ça faisait un petit bout que je l'essayais, justement, ce logiciel-là. J'ai dit ça serait le fun qu'on joue au poker ensemble. Parce que j'avais pas joué encore avec lui. Moi, j'avais juste joué tout seul, là même. Mm-hmm. Comme pour m'habituer. Fait que là, il me dit, ben là, je vais te montrer à jouer au poker. Fait que cette soirée-là, quand il m'a amené jouer au poker, ben là, il y a eu un petit curieux qui se demandait, parce qu'il a vu que Josué, il jouait avec quelqu'un qui s'appelait Omega Core. C'était moi. Puis il se demandait c'était qui Omega Core. Ouais, je me demande bien de qui tu parles. C'est qui? Je sais pas, hein? Fait que là, à un moment donné, je vois-tu pas un Martin qui rejoint le groupe de poker? Fait que c'était toi qui se demandait c'était qui. Qui m'introduisait dans la partie. Ah, ouais. Puis c'est de là que ça a commencé, tout l'enchaînement après ça de toutes les autres personnes que j'ai connues qui jouaient au poker avec nous autres. Puis après ça, pour faire un autre petit parallèle, j'ai commencé à apprendre le braille. J'ai commencé à utiliser. Ben, au début, j'avais le logiciel Zoom Text sur mon ordinateur les premières années. Mais là, ça fait quoi? Ça va faire 1 an là, que je suis avec JAWS. Puis JAWS, honnêtement, c'est de la Cadillac. Vous avez entendu pendant l'extrait aussi qu'il a été mentionné Josué Coudé, hein, que je voulais saluer au passage parce que, bon, pour les adeptes de Connaissez-vous, vous savez sûrement que Josué est venu nous offrir une deuxième entrevue, hein, qu'on pensait qui serait plus courte, mais qui a été tout aussi longue que la première, mais tout aussi intéressante aussi parce que Josué, justement, il se passe plein de choses dans sa vie, ça n'arrête pas. Il commençait la deuxième entrevue en disant qu'il avait déménagé 7 fois, je crois que c'était 7 fois, depuis notre première entrevue en 2018, début 2018. Alors, c'est pas déménager pour déménager, hein, c'est pour, pour changer des choses, puis parce qu'on bouge, puis qu'on a besoin de changement et de se rapprocher de nos objectifs. Alors voilà, on va passer maintenant au mois d'octobre, à l'émission 173, 29 octobre pour être précis. Notre invité était David Trudel-Bergamo, qui travaille à l'INCA. Il y en a sûrement plusieurs qui le connaissent.
Eh bien, David, lui, il nous a parlé, en tout cas, moi, ce qui m'a marqué dans cette entrevue-là, puis dans l'extrait que j'ai choisi, bien, c'est des réponses, des fois, qu'on reçoit quand on va voir des spécialistes, et j'insiste sur le mot spécialiste, et qui, comme on pourrait dire, serait peut-être meilleur pour aller se laver les mains. Enfin, bref, je vous laisse écouter l'extrait. Vous allez comprendre là où on a voulu en venir en parlant de ça. Mais vous allez voir, ça porte à réfléchir. Donc, David Trudel-Bergamo. Rétrospectivement, si je fais une relecture de ma propre histoire, je peux constater que bien avant l'âge de 15 ans, il devait déjà y avoir des symptômes présents, mais qui, pour l'époque, n'étaient pas perçus. Je m'explique. Alors, au primaire, j'étais le seul enfant qui, dans la cour d'école, portait des lunettes de soleil Ray-Ban parce que j'avais déjà de la photophobie à cet âge-là. La photophobie, ça veut dire que tu étais ébloui? Ouais, hyper, tu sais, de la sensibilité extrême à la lumière. Extrême à la lumière, OK. Ouais. Donc, mes parents avaient été rencontrés, une optométrice classique, là, que tous les enfants vont voir une fois par année. Ben non, votre fils doit porter des lunettes de soleil, il fait une sensibilité à la lumière. Mes parents me disent ça, OK, ça, il faut que tu mettes ça dans la cour d'école. Mais quand t'es le seul enfant qui doit mettre des lunettes de soleil, tu sais, puis que t'as l'air de Miami Vice, tu sais, dans la cour d'école, tu fais, ouais. Tu clashes un peu par rapport au portrait général. Donc ça, premier petit symptôme, mais c'est vraiment à l'âge de 15 ans qui, dans le fond, avec des symptômes qui s'apparentaient à de la myopie sévère, jamais de prescription de lunettes qui sont satisfaisantes, une vision qui se dégrade d'année en année, une optométriste qui sait plus vraiment quoi faire, j'ai une référence en ophtalmologie, un ophtalmologue qui me dit, ben finalement, on sait pas ce que t'as, tu perds la vision, fais ta vie, bonne chance. Oh, OK. Ouais. Wow. Donc à peu près vers l'âge de 17 ans, quand j'ai reçu ce commentaire qui est véridique, d'un ophtalmologue très réputé, très connu au Québec, qui a pris sa retraite, je pense, maintenant, mais qui m'a dit ça, j'ai dit, OK, ben je claque la porte à tout ce qui est du domaine médical relatif à ma vision. On m'a dit ça, bon, OK, il n'y a rien à faire, bon, faut que je fasse ma vie, bon, je vais faire ma vie. Ben, que veux-tu faire? Ben, exactement. Si un médecin me dit ça, bon, ben, écoute, je vais l'écouter, puis avec l'émotion que ça a engendré en moi, la frustration par rapport à l'incapacité du corps médical à m'aider, hein, au cul-de-sac que la situation m'amenait, ben j'ai dit OK, puis je vais foncer, puis je vais faire ma vie. D'accord. Et concrètement, que tu as continué ta vie, ça a été plus compliqué, ça a été plus. Je te dirais que oui, ça a été compliqué dans la mesure où plus les années avançaient, plus je sentais que ma vision se détériorait. Mais j'avais toujours cette phrase-là qui me résonnait en tête. J'avais toujours mon souci d'intégration sociale. Donc, à ces époques-là, j'ai vraiment développé des mécanismes de défense pour que ça ne paraisse pas. J'ai développé toutes les les mécanismes de survie pour que les gens ne voient pas que je suis en train de perdre la vie. OK, parce que là, jusqu'à ce moment-là, jusqu'à 17 ans, ça t'empêchait pas de faire ce que tu avais à faire comme à l'école, puis tout ça. Puis... Exactement. Je m'assoyais au premier rang. Je disais que dans les cours, je prenais pas de notes parce que je trouvais pas ça... Je prenais pas les notes au tableau parce que je trouvais pas ça intéressant. OK. Toutes des phrases d'adolescents qui fit, excuse-moi l'anglicisme, mais qui fit avec oui, que d'autres pouvaient utiliser sans avoir ta problématique, là.
Ben oui, mais en bout de ligne, c'était des mécanismes de défense, hein, juste pour pas que ça paraisse. J'ai eu des emplois, j'ai trouvé des méthodes pour être aussi productif. J'ai innové, j'avais trouvé des manières pour me déplacer, de manière, on va dire entre guillemets, sécuritaire. J'avais trouvé des phrases toutes faites en fonction de certaines circonstances, avec toute l'attitude que ça demandait. Et ben un jour, ben la réalité m'a rattrapé parce que ben la vision se détériorait toujours. Hein. Toujours. Mm-hmm. Mm-hmm. Et ben c'est ça. Un moment donné, j'ai heurté carrément mon mur et j'ai consulté un optométriste en urgence. Puis l'optométriste, j'ai été chanceux parce que cet optométriste-là, qui était dans une clinique privée, travaillait à l'Institut Nazareth et Louis Braille. Et après quelques minutes avec moi, il m'a dit, ben écoute, c'est parce que t'es aveugle légal. OK. Il dit, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Je dis, non. Il dit, techniquement, tu te promènerais avec une canne blanche. Il dit, je comprends pas pourquoi que tu sois capable de faire ça. Puis tu vois, à partir de ce moment-là, ben il y a un nouveau pan de ma vie c'est ouvert. Un nouveau chapitre de mon livre de vie a commencé à s'écrire. On s'en va au mois de novembre. On s'en va à l'émission 177, l'émission du 26 novembre, avec Yvan Saint-Louis. Un autre monsieur que j'ai approché tout bonnement, qui a accepté très spontanément de participer au projet Connaissez-vous et qui, quand même, sans dire qu'il a été le seul à faire ça, mais il a parlé quand même passablement de sa vie de couple et c'est pas un sujet sur lequel j'avais beaucoup tendance à questionner. Mais Yvan, lui, nous a raconté assez spontanément 3 de ses relations, dont une quand même assez spéciale qu'il a accepté de partager avec nous justement pour que les gens qui écoutent soient très, très prudents. Donc, voici le meilleur moment avec Yvan Saint-Louis. Là, après ça, j'ai rencontré une fille en 99, puis là, elle tombe enceinte, puis là, on a eu des jumeaux puis là, j'ai déménagé avec elle, j'ai fait 10 ans avec elle. Puis, t'as toi-même eu des jumeaux, alors que toi, t'es jumeaux aussi? Oui, oui. C'est quand même... Samuel et Isabelle, ils ont 20 ans aujourd'hui, ils sont nés en 2000. Quand même, hein? Ouais. Fait que, oui. Fait que là, ça a été ça, puis là, après ça, ben, dans la vie, là, ça fonctionnait plus avec elle. Fait que, on se retrouve encore tout seul. Mais là, garde partagée avec les enfants, tout ça. Et le dernier défi, ça a été le dernier, celle-là, par exemple. Là, ben, pendant ce temps-là, quand je suis revenu ici, ben, là, je jouais de la musique ici dehors. J'ai fait ça un petit bout de temps. Après ça, j'ai arrêté il y a quelques années. J'ai recommencé 94, 95 à jouer ici. C'était le fun ici parce que, tu sais, je jouais en avant des petits centres d'achat ici dans la région que tout le monde me connaît, là. Ça roulait pas mal, les affaires. On va dire que les affaires étaient prospères. C'était correct. Fait que là, quand j'habitais 80, là, on s'en va en 2010, 2012, dans ce coin-là, je rencontre une de mes voisines, elle dit, est-ce que tu voudrais apprendre à connaître ma soeur? Elle est arabe. Fait que je dis, ouais, je sais pas trop. J'étais tout seul, puis elle habitait en Tunisie, puis mais, tu sais, je me suis dit, c'est pas comme à connaître quelqu'un sur l'Internet quand, tu sais, qu'on connaît pas personne, tu sais, là, ça, par l'entremise de sa sœur, tu sais. Pourquoi pas? Ouais. Échange avec Saba pendant un bon bout de temps, puis allez, on plonge, puis on fait des papiers pour, comme on dit, pour parrainer Saba puis ses 2 filles pour qu'ils viennent vivre au Canada. Je suis allé en Tunisie 4 fois. 1 mois à chaque fois. Et quand même. C'est pas évident. Tout seul, le voyagement, tout ça, les transferts d'avions en France, prendre 2 avions, 10 heures de vol, 9h30 de vol, tout ça. Puis ça a été de la paperasse beaucoup, on va le dire, sans donner de chiffres, beaucoup d'argent qui a passé là.
Finalement, on a réussi. Je suis allé voir un conseiller en immigration qui m'a aidé pour faire venir Saba et ses filles remplir les documents, tout ça. C'est très exigeant, là, au niveau provincial, fédéral aussi. Surtout quand on ne voit pas, faut pas manquer notre coup, hein, parce que si c'est refusé, tu recommences tout, puis non, tu sais, c'est comme... non, tu peux pas manquer ton coup. Vaut mieux y aller bien du premier coup, là, puis... Ouais, c'est ça. Fait que Saba est arrivé ici avec ses deux filles au mois d'août 2016. Je sais pas pourquoi je suis toujours 20 ans en arrière. 2016. Puis février 2017, elle m'a accusé de l'avoir battu. C'était jamais vrai. C'était tout planifié dans sa tête. Puis après ça, ils l'ont mis dans un centre de femmes battues. Puis c'est en allé avec ses deux filles. Puis je n'ai plus entendu parler. Après 5 mois, elle a fait ce qu'elle voulait. Elle voulait s'en venir ici. C'est triste, hein, pareil, quand on... Ouais. C'est triste, là, quand tu as plusieurs milliers de dollars qui traînent avec ça. Beaucoup d'investissement de temps et d'argent. Mais je le dis juste parce que s'il y en a qui écoutent ça et qui ont l'idée, là, pensez-y à 2 fois. Parce que même aujourd'hui, là, Saba, quand elle est allée dans un centre de femmes battues, moi, quand j'ai signé comme quoi que je les parrainais, j'étais responsable de elle pendant 3 ans. Ces filles, jusqu'à l'âge de 21 ans, quand elle est allée dans un centre de femmes battues, vu que c'est pas moi qui fournissais le gîte et la nourriture, ils m'ont ramassé 3 ans après, puis aujourd'hui, je paye 5 000 pour ça. Ouais, ça fait que... Je paye encore. Fait que... puis même sa sœur qui a investi avec moi là-dedans, pour qu'elle vienne proche de elle parle pas à sa sœur non plus. Fait que OK, ça a fait de la brouille autour, là. Ouais, c'est ça. Et là, on est rendu aujourd'hui j'ai ma petite fille avec Sylvie que j'ai retrouvée. C'est un beau dénouement. Quand j'étais allé à l'école à Loubraille, quand j'avais de 17 à 18 ans, je sortais avec une fille, Sylvie, à Loubraille. Puis après ça, moi, j'ai laissé Sylvie pour aller avec une autre fille. Puis là, elle l'a jamais pris, ça. Fait qu'à cause de ça, elle a lâché l'école. Puis je l'ai jamais revue. Jusqu'en 2019. Fait que dis-toi que 1981 à 2019, pas de nouvelles de Sylvie. Après ça, je la vois sur le Facebook d'un de mes amis. Je rentre en communication avec elle. Je vais la visiter à Montréal, chez Habiteuil. Puis aujourd'hui, on est ensemble. Puis ça va super bien. On reste toujours dans la saison 2021-2022. Dernière émission avant Noël, donc on était le 17 décembre 2021, émission 180. Mon invité, René Binet. Et M. Binet, c'est quelqu'un que j'ai connu quand j'étais sur le conseil d'administration du RAC entre 2007 et 2013, quelque chose comme cela. Et Monsieur Binet, je sais pas pourquoi je dis monsieur, là, je veux dire, je ne l'ai pas appelé monsieur pendant l'entrevue, je l'appelais René, mais c'était un monsieur qui bougeait beaucoup, qui était très occupé aussi, et j'ai été quand même très surpris, agréablement surpris quand il a accepté de participer à Connaissez-vous, et clairement, quand il a commencé à me parler de ses expériences dans les radios communautaires et d'étudiants à Jonquière, option radio, c'est sûr que moi, ça m'a vivement intéressé parce que je pense que j'aurais bien aimé ça, moi aussi, faire de la radio et d'entendre quelqu'un qui en a fait et qui me disait même que son plaisir, c'était plus même de manipuler la console que d'animer. Ben, j'ai été très impressionné. Alors, je vous laisse René Binet vous parler de ses expériences en radio. J'avais une longueur d'avance. Bon, j'avais fait la radio communautaire à l'époque, une station ici, une station amérindienne, la CIHW. Alors, j'avais fait de la radio pendant quelques années. On a commencé à faire de la radio. Et puis, si je connaissais c'était quoi une console, je pense que j'avais un petit peu des prédispositions, j'avais la voix et tout ça. Quand j'étais jeune, je me suis toujours muni d'enregistreuse à l'époque. Et puis, je me faisais des propres émissions de radio dans mon sous-sol. Fait que, j'avais déjà une longueur d'avance sur certaines personnes.
sans aucune prétention au niveau de la radio proprement dit. Non, mais c'est ça, mais ça a commencé de bonne heure, cette envie-là, comme tu dis, de faire des émissions. Je veux dire, on avait des magnétophones, c'était comme quasiment un outil de travail assez important, puis qu'on pouvait en plus... Ouais, ben on a fait deux types parce que moi, évidemment, quand je te parle de magnétophone, pour faire mes émissions, pour faire mes pseudo-émissions, c'était pas on n'utilisait pas les magnétophones de l'école, là. C'était des magnétophones que mes parents m'avaient achetés. Conventionnel, là. Parce que le magnétophone de l'école, c'était les magnétophones à vitesse variable, là. J'imagine que tu... C'est ça, là, ce qu'on appelait les GE modifiés, là. Mm-hmm. Ouais, bon, ça, c'était vraiment pour l'école, proprement dit, là. Mm-hmm. Mais, c'est ça. Les émissions de radio, je les faisais. J'ai quand même commencé avec un tape bobine, les petits tapes bobines. Ah oui? Après ça a été, ouais. Après ça a été des machines enregistrées, des magnétophones à cassette. Après ça, je me suis muni d'un d'un magnétophone avec un radio intégré. Et puis, j'avais encore mon autre magnétophone, et puis j'avais un fil que je branchais dans une prise d'un quart. À ce moment-là, je faisais des montages. C'est ça, tu pouvais enregistrer d'une machine à l'autre, puis... Ouais. Mm-hmm. Hey, ouais. Puis là, ben, comme quand tu dis la radio communautaire, ça a été ta première expérience. C'est toi qui les a approchés? C'est toi qui... Ouais, on était deux personnes handicapées visuelles qui étaient intéressées à faire ce... On s'est dit à un moment donné, regarde, on va s'essayer. Et puis, on est allé les rencontrer. Et puis, ils nous ont pris. Alors, on était les deux. On faisait une émission le samedi matin. En tout cas, en premier, là, par la suite, mon ami, il a fait une émission de son côté. Et il y en a même un troisième animateur de radio handicapé visuel qui est venu, en l'occurrence Jean-François Crépeau, que vous connaissez peut-être, qui lui s'est mis à faire de la radio à cet endroit-là. Donc, il était très ouvert à vous accueillir. Puis, tu as mentionné tantôt que tu savais c'était quoi une console. Donc, tu manipulais la console. Puis, il y avait... Oui, c'est peut-être ce que j'aimais le mieux faire, manipuler la console. Évidemment, il a fallu l'adapter. Mm-hmm. Il a fallu l'adapter, là, évidemment, avec du Dymo, pour marquer les choses. Pour ce qui est des disques aussi, à l'époque, il faut se rappeler que c'était sur vinyle, là, 45 tours et 33 tours. Mm-hmm. Alors, évidemment, ce qu'on faisait à la radio communautaire, pour vouloir, là, on achetait nos propres disques. Ah, sérieux? Oui, on arrivait, on amenait vraiment notre boîte. J'arrivais avec ma petite boîte avec à peu près 40-45 tours. Et puis, il fallait que ça tente, là. Et puis on cueillait les disques par rapport avec les tables tournantes, tout ça. On nous avait laissé une grande marge de manœuvre vraiment pour apprendre à le faire. Mais bon, il y allait des approbations parce que c'était des stations à l'époque, c'était des stations qui opéraient juste en soirée. Fait qu'à ce moment-là, on pouvait aller le jour pour se pratiquer. Ah. Et puis après ça, on pouvait y aller live, là. Fait que on nous a quand même donné une bonne marge de manœuvre là, pour faire en sorte qu'on arrive en ondes préparé et que ça ait un produit qui aille là. Et là, à Jonquière, toi, tu avais pris évidemment le radio. Pardon? À Jonquière, tu avais pris l'option pour la radio? J'avais pris l'option radio, oui. J'avais pris l'option radio. Évidemment, la première année, t'en fais pas beaucoup. C'est beaucoup des cours théoriques, actualité. Après ça, apprendre la communication orale. C'est des cours de base. Et là, vraiment, en 2e et 3e année, vraiment, tu fais de la radio, proprement dit. Tu fais des émissions, tu fais des montages. Et évidemment, il y a des cours collégiaux qui viennent avec ça. Faut dire que moi, j'avais une longueur d'avance parce que j'avais fait mon DEC en sciences humaines au Cégep de Sainte-Foy. Donc, mes cours de sciences humaines, mes cours importants académiques. Les cours obligatoires, puis tout ça. Les cours obligatoires, il est à peu près tout fait. Là. OK. Ça a été aussi, ça m'a aidé beaucoup, là, parce qu'évidemment, j'ai pu mettre plus de temps à la matière comme telle au niveau de la communication. On se dirige lentement, mais sûrement déjà vers la fin de ce petit spécial. On s'en va à l'émission 191 qui nous mène au 25 mars 2022.
et mon invité est Dominique Corbin. Et Dominique, c'est quelqu'un qui, dès le départ, m'a écrit sur Facebook en me disant qu'il avait écouté, en tout cas, il était en train de tout écouter les entrevues. Lui, il faisait aucune distinction, il les écoutait toutes une après les autres. Et quand je lui ai demandé de participer, parce qu'évidemment, on s'est parlé au téléphone, il m'a raconté un peu sa vie, je me disais très certainement qu'il veut partager avec nous. Et bien sûr, il a accepté. Et vous allez voir, c'est une entrevue qui... c'est quand même assez spécial, tout ce qu'il a vécu. Et il nous raconte... Dans l'extrait, je crois, en tout cas, ce que j'en retiens, moi, beaucoup, c'est que il a été dans les premiers à faire du télétravail, et ce, bien avant la pandémie, parce que, justement, son employeur était ouvert à lui offrir les meilleures conditions de travail possibles, même avec son handicap. Alors, je vous laisse vous expliquer cela. Dominique Corbin. Ben, j'étais chanceux parce que il est venu un temps, là, c'était après 2001, après les attentats, ce qui est arrivé, c'est que là, j'étais plus capable de fonctionner avec mon ordinateur. OK. C'était rendu plus difficile. Il fallait que j'aille à l'usine aussi. Tu sais, c'était pas des lieux, c'était quand même gros, là. Moi, j'étais à Ville-Saint-Laurent, c'était quand même une grosse usine. OK. Revenons juste un peu en arrière, là, jusqu'à 2001, il y avait pas, t'avais pas de problème à effectuer tes tâches. Non, c'est ça, mes tâches de travail, là, parce que, je te dirais pas de problème. Comme je te disais, j'ai toujours été en hypervigilance, je prévoyais mes coups, là, je faisais attention, j'étais vraiment quelqu'un, là, qui savait qu'il y avait un problème puis qui faisait tout pour le cacher puis deux pour éviter les obstacles le plus possible, là, tu sais. Donc ça a toujours été caché, ça a toujours continué à être caché. Et... jusqu'à cette époque-là, là, c'est quand ça. j'ai vu, là, un moment donné, je me suis ouvert puis j'ai dit parce que t'as pas eu le choix ou parce que tu l'acceptais mieux? Oui, il y a eu une certaine acceptation qui s'est faite aussi. Pour que j'en parle, c'est parce que je l'acceptais quelque part un peu plus. Ouais, OK. Mais il y avait aussi la question de plus le choix, tu sais, m'amener. Tu sais, c'est comme si je traînais mon sac de roches, puis j'ai rajouté des roches, mais à un moment donné, le sac est trop lourd, là. Tu peux plus. C'est techniquement plus possible de. Ouais. Puis à travers ça, j'avais commencé à avoir des enfants. Fait que, tu sais, là, ta perspective des choses change, tu sais. Tu sais, à travers tout ça, là, tu sais, je veux dire, j'ai évolué, tu sais. Fait que cet emploi-là, à un moment donné, je suis arrivé à mon employeur, j'ai dit, écoute, là, j'ai un problème visuel, puis je suis plus capable de faire le travail. Fait que je vais avoir besoin d'assistance. Fait que je vais faire venir les gens. Je devais parler à vos boucliers, mais là, c'était des gens de l'Institut Nazareth qui sont venus à mon lieu de travail pour adapter mon poste de travail, mon bureau. Fait que là, ils sont avec différentes aides, des télévisionneuses, puis les écrans. Mais le Bombardier, là-dedans, les autres ont été super sharp dans le sens qu'ils ont dit, écoute, n'importe quoi qu'il y a de besoin, on paye, il n'y a pas de problème. Fait que mon employeur était très, très, très compréhensif. Puis il m'a dit, écoute, Dom, si t'as des problèmes, tu te gênes pas, tu nous le dis. Il n'y a pas de problème, une fois nous autres, il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de solution. Fait que j'étais chanceux d'avoir un très bon employeur à ce niveau-là. Puis ça m'a amené en 2004. Là, on travaillait de la maison, tu sais, les fins de semaine, on faisait des couvertures de la maison pour je m'occupais à ce moment-là des aircraft on ground, qu'ils appellent, c'est des avions immobilisés, à travers le monde. Des avions, à un moment donné, qui ont des problèmes. Comme un automobile qui rentre au garage, là, et des avions, c'est le même problème, ils ont des problèmes avec certains composants ou des bris. Qui sont comme en panne, pas chez eux, là. Tu peux plus voler parce que là, ton avion, mettons, ton windshield est fissuré ou il détecte un problème avec l'avion, ben là, il faut qu'il y ait une réparation qui s'effectue. Mais là, si on n'a pas les composants, parce qu'ils ont plusieurs entrepôts à travers le monde, les compagnies d'aviation, pour faire les réparations normales. Mais des fois, c'est une réparation qui demande un peu plus de pièces. Fait qu'à ce niveau-là, moi, ce que je faisais de la coordination pour envoyer des pièces à travers le monde, pour faire des réparations. Okay. Fait que ça, c'est un service qu'on donne 24 heures sur 24 pour la clientèle, là, des avions d'affaires, puis des avions commerciaux.
Fait que là, ce qu'on faisait, c'est ça. Fait que moi, j'étais en lien avec ces gens-là pour envoyer, acheminer tous les composants puis m'assurer que ça se rende à bon port pour qu'ils fassent les réparations. Fait que ça, c'est une couverture qu'on faisait les week-ends. Tu sais, qu'on prenait, l'informatique nous permettait d'avoir les ordinateurs à la maison avec le système de Bombardier. Fait que là, j'ai commencé à faire ça les fins de semaine pour donner un coup de main. Puis en 2004, ben j'ai dit, j'ai demandé à mon employeur si c'était possible de faire toutes mes tâches à partir de la maison. Parce que c'était facilitant pour toi. Ben, c'était plus facilitant pour moi, c'est ça. Là. Dans mon environnement de travail, c'était plus difficile. Mais là, toutes les tâches que je faisais, tu sais, je veux dire, les gens m'appelaient. C'était beaucoup un travail au téléphone. Puis les gens m'appelaient de différentes usines, que ce soit au Mexique, en Irlande, à Toronto. Tu sais, il y avait différentes usines qui m'appelaient, mais tu sais, ces gens-là, je n'étais pas physiquement avec eux autres. Là, tu sais, je veux dire, ils vont me dire, imprime-moi tel document, ben je peux imprimer n'importe où. Je peux acheminer des morceaux n'importe où. Fait que c'était pas nécessaire que je sois sur place nécessairement. Fait que la technologie là, était rendue qui nous permettait de travailler à la maison. Ben, moi, j'étais le premier chez Bombardier à la maison. Fait que là, dans le fond, mon bureau était à la maison. Je répondais à toutes les demandes là, qui pouvaient émaner de l'usine. Fait que j'ai fait ça pendant 12 ans. 12 ans, j'ai pu faire le travail de la maison. Fait que j'avais mon bureau à la maison, j'avais toutes mes aides à la maison. Fait que ça facilitait beaucoup le travail. Puis eux étaient contents parce que bon, ben, il y avait toujours quelqu'un disponible à répondre. J'avais le cellulaire, puis vu que c'était un service qui était 24 heures, moi, ce que je faisais, je travaillais 7 jours en ligne. J'avais 7 jours off. C'était une autre personne qui prenait l'autre semaine. OK. Puis, mais, tu sais, on pouvait se faire réveiller à 3 heures du matin pour un problème au Japon, là, tu sais. Ben oui, qui était pas sur le même. C'est ça. Ben, c'était en tout temps, de toute façon. Fait que c'était en tout temps. Fait que c'est un service à clientèle. Fait que, non, ça a été bien. Puis mon Bombardier m'a beaucoup aidé. C'est dans le sens qu'ils m'ont dit, écoute, Dom, on le fait pour toi, on le fait pas pour n'importe qui. Mais, tu sais, nous, on était contents de m'aider, là. Ils ont été accommodants, là, puis oui, beaucoup. Ils ont démontré qu'ils tenaient à ce que tu sois capable de continuer à travailler. De continuer, parce qu'ils m'avaient offert, tu sais, ils m'avaient dit en 2004, écoute, si t'es plus capable, puis regarde, il y a quand même les assurances chez Bombardier qui faisaient que j'avais une invalidité. Fait qu'ils m'ont dit, si tu veux arrêter de travailler, c'est pas un problème. Si tu veux continuer, on va te supporter. Moi, j'ai dit, quoi, à l'époque, j'avais 30 ans, tu sais. J'ai dit, non, regarde, je veux pas, je veux pas arrêter de travailler à 30 ans, là. Peut-être, je vais aller plus loin que je peux. Fait que j'ai fait 12 ans de plus. 12-13 ans. Fait que ça m'a permis, tu sais, de continuer à travailler, puis les gens, ben, les gens savaient pas, tu sais, j'étais à la maison. Les gens, eux autres, ils savaient pas que j'avais des problèmes visuels. Fait que c'était drôle parce que je parlais avec plein de monde qui savaient pas que, dans le fond, j'étais chez nous. C'est ça. Personne ne savait non seulement que tu étais chez vous, que tu avais un problème de vision, que tu travaillais avec des adaptations. Toi, ouais, c'est ça, exactement. Tu étais là pour les aider, puis tu les aidais. C'est ça. Puis ça a été un précurseur à ce qui se passe aujourd'hui avec les gens qui ont fait beaucoup de travail à domicile. Ben oui. Les gens sont ramassés, là, avec les trucs de COVID, les gens se sont ramassés à la maison. Fait que c'est drôle. Assez rapidement, là. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui se sont ramassés là, tu sais. Mais là, moi, j'ai arrêté en 2017 là, de travailler parce que là, j'étais vraiment plus capable. Puis, ils n'étaient pas capables d'adapter l'ordinateur avec les logiciels pour m'aider parce qu'il y avait trop de choses complexes au niveau sécurité. On est déjà rendu au dernier moment fort de Martin pour cette émission spéciale. J'espère que jusqu'à maintenant, ça vous plaît, ça vous rappelle de bons souvenirs. Je voulais, avant la conclusion de l'émission, vous dire un petit peu où ce que j'en étais dans mes réflexions et dans mes occupations actuelles. Sûrement que certains le savaient déjà, mais j'ai été élu sur le conseil d'administration du Cercle des handicapés visuels Ville-Marie depuis le mois d'août dernier. Je suis sur leur CA. Et ça m'amène à vous dire que si vous désirez avoir des informations ou que vous désirez devenir membre, ça coûte $8 par année. C'est vraiment pas cher.
Et vous pouvez, évidemment, venir aux activités qui vous intéressent. On publie des bulletins plusieurs fois par année. Le bulletin est disponible sur le Publiphone du RAM, d'ailleurs, 514-277-4401. Notre rubrique, c'est le 221. Puis si vous voulez vous inscrire ou que vous avez envie d'avoir plus d'informations, vous pouvez communiquer avec la présidente qui est France Durette. Je vais même vous donner son numéro de téléphone qui est le 514-234-1614. Vous appelez entre 9h30 et 20h30. Et si France ne vous répond pas, ben vous lui laissez un beau petit message sur sa boîte vocale et ça va lui faire plaisir de vous rappeler et de vous donner toutes les informations. Là, on est fin décembre, on va tomber un petit peu tranquille pendant le temps des fêtes, mais je vous le garantis, en tant que membre du CA, qu'en janvier, le 14, là, pour être précis, samedi, le 14, il y a un souper dansant avec Carl Gauthier qui est vraiment très, très bon, qui fait de la très bonne musique, qui chante. Bon, je l'ai dit, c'est un souper dansant, donc on peut danser et tout. C'est vraiment une très belle soirée en perspective. Au mois de février, on va avoir notre bingo annuel. Il va y avoir un souper à l'école d'hôtellerie pour la Saint-Valentin. Et il y en a qui vont sûrement dire « OK, mais t'es plus à l'Association des aveugles de la Rive-Sud, mais je ne suis plus sur leur CA, mais je suis encore membre et je m'intéresse encore beaucoup à ce qu'ils font. » Et d'ailleurs, au mois de février, on va faire une journée où on a invité, dans le fond, c'est-à-dire que l'ARS a invité le Club Ville-Marie à venir voir ce qui se passe du côté de la Rive-Sud à l'ARS. Donc, on espère que ça va être une soirée intéressante. C'est des jeux libres en après-midi, un souper. Puis le soir, c'est ouvert à ceux qui veulent faire des performances sur scène. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez communiquer avec soit le Cercle Ville-Marie ou soit l'Association des aveugles de la Rive-Sud. Ce sont deux clubs qui sont toujours à la recherche de nouveaux membres, mais également de nouvelles suggestions d'activités. Alors voilà. Alors j'aurai peut-être d'autres petites choses à vous dire après le dernier extrait d'aujourd'hui. Je vais vous la présenter. C'est une autre petite madame très gentille, très sympathique et qui nous a raconté une histoire quand même un peu triste, mais qui j'ai choisi cet extrait-là parce que à cause des démarches qu'elle a fait au niveau de l'adoption, qui se sont avérées, on va dire, un peu plus lentes que pour la population sans handicap visuel, disons cela comme ça. Donc, c'est l'émission 199 du 20 mai 2022 et notre invitée était Diane Gendron. Alors, je la laisse vous expliquer un peu les démarches qu'ils ont faites, elle et son conjoint, et ce qui s'est passé par la suite. Et bon, comme je vous dis, c'est un peu tristounet pour finir, mais il y a eu un aboutissement quand même positif dans la démarche proprement dit. Alors voilà, Diane Gendron. J'ai aussi fait des démarches d'adoption. À un moment donné, là, après la garderie, là, on a décidé de faire des démarches d'adoption. OK. Qui ont abouti au bout de 8 ans seulement. Tabarouette, c'est long, ça? Oui, c'est très, très long parce que, nous autres, au départ, on aurait aimé ça avoir un petit bébé. Sauf que ici, au Québec, c'est très, très long. Et on nous a dit au départ que c'était inutile de penser à l'adoption internationale, que beaucoup de pays n'acceptaient pas les personnes handicapées comme futurs parents.
Alors, on a dit, bon, OK, on va adopter un enfant plus vieux. Ça pouvait aller jusqu'à 6 ans là, à ce moment-là. Mais la démarche n'aboutissait pas. À chaque année, je recevais des formulaires à remplir pour réitérer notre demande. OK. Et là, j'étais écœurée. Là. Après 6 ans, là, j'en pouvais plus. J'ai dit, là, je vais les jeter, les documents, je démissionne. Mais l'enveloppe qui est arrivée était plus épaisse que d'habitude. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Nous en sommes rendus à l'étude de votre demande. Après 6 ans. C'est long, hein? C'est sûr qu'on a le temps de... On a le temps de changer d'idée, on a le temps de se décourager, en tout cas. C'est ça, plein de choses peuvent arriver. C'est ça. Puis là, j'étais nerveuse. J'allais voir ma voisine. J'ai dit, Marie, veux-tu me dire c'est quoi? Elle commence à me lire les documents. Elle dit, ils sont rendus à ton étude. Là, il me demandait plein de références, plein de démarches à faire. Que là, OK, on va trouver du monde pour répondre au questionnaire, parce que c'était des références, dans le fond, qu'ils voulaient. Et j'envoie le document, mais avec peu d'espoir, encore une fois. Puis là, on m'appelle, puis on me dit, là, on fait une rencontre pour les futurs adoptants. Et là, on se rend, dans le fond, c'est un département de la DPJ. On se rend à l'endroit, on y a à peu près 6 couples. Et on nous fait des mises en scène, on nous présente des problèmes d'enfants, comment on va réagir dans telle situation. Et à la pause, les travailleuses sociales sortent du local et moi, je m'approche d'une madame, j'ai dit, ça fait combien de temps que vous avez fait vos démarches? Elle me dit, ça fait 1 an. L'autre, elle me dit, ça fait 2 ans. Et là, moi, j'étais un peu surprise. J'ai dit, nous autres, ça fait 6 ans. C'est quoi l'idée, là? C'est en maudit parce que, dans le fond, c'est parce qu'on était handicapés visuels qu'on nous a repoussés si longtemps pour nous décourager, peut-être. En tout cas, c'est ce que j'ai eu comme sentiment. Que votre dossier retournait tout le temps en dessous de la pile, puis... Oui, c'est ça. Alors, j'ai posé la question à une travailleuse sociale, puis elle me dit, non, de tous les temps, on a respecté, jamais eu de vraie réponse. Puis en plus, nous, on avait spécifié dans notre demande qu'on pouvait prendre un enfant handicapé visuel. Parce qu'on s'est dit, si l'enfant tombe dans notre famille, au moins, on va être capable de s'en occuper. Ça, c'est une facette que vous connaissez. Exactement, c'est ça. Alors, à un moment donné, là, il s'est passé des événements. Il s'est passé encore 2 ans, parce qu'après 8 ans, c'est ça. Première petite fille qu'on nous présente, elle a 5 ans, et elle nous en parle. La travailleuse sociale, elle vient me voir pratiquement toutes les semaines pour me dire comment avance le dossier. Mais on l'a pas vu, là. On n'a pas vu les enfants encore, là. OK. Elle nous dit, elle vient d'une famille, ils sont 8 enfants, c'est la plus jeune, la mère a beaucoup de difficultés, gna gna gna. Elle a un petit retard, mais elle a un problème visuel aussi. Jusqu'au dernier moment, on a espoir qu'on va l'avoir. Puis à un moment donné, elle m'appelle, puis elle dit la travailleuse sociale qui s'occupe du dossier, elle a décidé de l'envoyer dans une autre famille avec son frère. Après m'en avoir parlé pendant plusieurs semaines. Oui, c'est difficile. Alors, je suis découragée, j'en maudis. Puis là, elle se rend compte qu'elle a mal agi, qu'elle nous en a trop dit, qu'elle nous a donné trop d'espoir. Puis elle parle avec sa supérieure. Puis à un moment donné, il y a un petit bébé de disponible, une petite fille de 2 mois. Et OK, nous, on trouve ça très intéressant. Elle me dit, la semaine prochaine, je vais t'amener, on va aller à la Clairière. Ça, c'était une pouponnière à l'époque ici. Puis elle dit, on va aller la voir, puis si tout va bien, tu vas pouvoir, peut-être même pouvoir l'adopter parce que les parents, c'est leur 3e enfant, puis ils commencent, la première année, ils vont voir l'enfant, puis après ça, ils vont plus. Puis après, je pense, c'est 2 ans, l'enfant devient adoptable. Mais là, un matin, elle arrive chez moi, je me prépare à m'en aller travailler à la commission scolaire. Elle dit, t'as-tu écouté les nouvelles? Puis elle est toute énervée. Je dis, pas encore, pas vraiment. J'ai écouté un peu distraitement. La petite, c'est pas la nouvelle comme ça. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? La petite était décédée à la pouponnière de la mort du nourrisson. Oh, mon Dieu. Syndrome de la mort du nourrisson. Alors là, elle dit, mais tu vois, si c'était arrivé chez toi, ça aurait été pire. Puis, tout cas. Peut-être que ça serait arrivé chez moi, oui, ça se peut. Mais c'était comme
ça se déculpabilisait. Là. Je sais pas trop. Comme je l'ai un peu mal interprété, là. Ben, c'était comme un peu de te montrer que, bon, tu l'avais pas eu, puis c'était comme mieux comme ça, là, quasiment. Là. Ben, c'est ce que j'ai senti. Mm-hmm. Puis là, après, ben, peu de temps après, elle m'arrive, puis elle jasait comme d'habitude, puis je disais, y a-t-il du nouveau? Non, il n'y a pas vraiment de nouveau dans le dossier, mais ça avance, là. Puis elle me dit, avant de partir, elle me dit, je voulais te poser une question. Elle fait comme si elle l'avait oublié, hein. Elle dit, un enfant noir, est-ce que ça te dit quelque chose? Je dis, un enfant noir, rouge, jaune ou vert, bon, ça me dérange pas. Un enfant, c'est un enfant. Mm-hmm. Elle me dit, j'ai entendu parler d'une petite fille en Haïti, mais je te reviens là-dessus. Elle m'en dit pas plus. Puis après ça, quelques jours après, elle arrive avec un dossier. Elle a une petite fille handicapée visuelle en Haïti. Et c'est la petite qu'on a eue à 16 mois. Et malheureusement, ma belle Natacha, elle est décédée à 25 ans. Elle était diabétique. Un matin, elle ne s'est pas réveillée. Son conjoint l'a trouvée dans son lit, puis il n'a pas pu rien faire. Mm. Fait que disons qu'on a été heureux avec elle pendant 24 ans, parce qu'elle est quand même arrivée à 1 an et demi, là. Elle est partie de la maison à 20 ans pour vivre son expérience d'appartement, puis ça m'a crevé le cœur, mais je l'ai laissée aller parce que je me disais, elle a le droit de vivre sa vie. Puis vous avez pu l'accompagner quand même un grand bout, toute son enfance, toute son adolescence, puis oui, mais même quand elle elle était en appartement, là, on se parlait pratiquement tous les jours. On allait la voir souvent, on allait magasiner ensemble. On avait quand même une vie sociale toutes les deux, là. C'est ça, ben oui. Oui, on s'aimait beaucoup, beaucoup, puis c'est ça, quand elle était mal prise, qui elle appelait? Maman. C'est sûr. Eh oui. Donc, c'est déjà la fin pour ce petit spécial Les moments forts de Martin 2021-2022. Et là, bon, je vous disais tantôt que j'allais vous faire part de mes réflexions. Eh bien, voilà. Il y a beaucoup de monde, je n'en reviens pas encore, qui ont remarqué, évidemment, que je ne diffusais plus d'entrevues depuis le mois de septembre. Ensuite de ça, si vous m'avez suivi depuis un certain temps, je vous disais que je n'étais pas certain de continuer dans l'immédiat, ni si ça allait changer de fréquence ou de formule. J'ai laissé aussi sous-entendre à certaines personnes que les entrevues reprendraient en janvier. J'avais même dit octobre 2022 à un certain moment, mais ça ne sera pas le cas. Et je vais vous le dire un petit peu pourquoi. Comme je vous l'ai aussi dit, je suis maintenant sur le conseil d'administration du Cercle des handicapés Ville-Marie et je ne veux pas trop mélanger les deux parce que ce sont quand même des implications qui demandent beaucoup de temps et au Cercle Ville-Marie, bien, j'ai envie de m'impliquer et en contrepartie, c'est pas le mot que je cherchais, mais disons en parallèle de continuer à m'alimenter éventuellement pour faire d'autres entrevues. Parce que il y avait des gens qui m'avaient dit oui, il y a des gens que je voudrais vraiment avoir dans ma liste. Et c'est pas dit que ça ne se fera pas, mais je ne crois pas que ce sera à toutes les semaines et je ne crois pas que ce sera beaucoup en 2023 parce que en 2023, bon, comme je vous dis, je veux m'impliquer le plus possible dans le cercle, mais aussi j'ai un beau voyage de planifié au mois de juillet. Donc, je suis dans toutes ces préparations et j'ai un petit peu moins la tête à, disons, faire de la recherche et de la préparation d'entrevues. Mais sachez que ce n'est pas parce que j'aimais pas ça, mais la vie, des fois, nous amène ailleurs. Et je me dis que après 200 entrevues, bien, on a quelque chose sur lequel s'appuyer si on a besoin d'avoir des témoignages puis d'avoir des expériences positives. Alors voilà où j'en suis dans mes réflexions.
mais j'apprécie beaucoup les commentaires que vous me faites. Vous semblez vous ennuyer du projet. Ce qui pourrait être bien aussi, ce serait, comme les balados, c'est quand même assez populaire en ce moment, ben, ce serait que quelqu'un d'autre prenne la relève, puis qu'il en fasse aussi des entrevues de son côté. Ça pourrait amener d'autres sons de cloche, élargir l'éventail de gens qui sont passés à mon projet. Enfin, je lance des idées comme ça, mais je vais quand même essayer de temps en temps de venir vous parler ou de vous donner des nouvelles. Puis, comme je vous dis, sur YouTube, il y aura la suite des émissions à partir de l'émission 127. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un beau temps des fêtes. J'espère que ce sera à la hauteur de vos attentes. Je vous souhaite surtout une très belle année 2023. Je sais que ce n'a pas été, évidemment, une année extraordinaire pour tout le monde. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait une année qui soit extraordinaire pour tout le monde. Alors, le mieux que je puisse faire, c'est qu'on s'en souhaite une meilleure. J'espère que vous avez aimé ce petit spécial aujourd'hui. Je vous souhaite à la prochaine et portez-vous bien. C'était Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Collaborateur bénévole. Présentatrice, Katia Darèche. Recherchiste, Pierre Saint-Onge. Montage, Frédéric Gauthier. Mise en ligne, Stéphanie Carrasco. Musique, Stéphane Pilon. Pour toute question, commentaire ou si vous désirez écouter ou réécouter nos entrevues, visitez notre site web au www.martinchouinard.com. En terminant, il est important de prendre note que les opinions émises par les invités entendus dans ce balado leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. À bientôt!